Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Faux Départ avec Malika Bonapace. Bonjour Malika. Bonjour Emma. Bon alors, on est aujourd'hui dans le vif du sujet, comme on vous l'avait promis à l'épisode 4. Nous allons maintenant plonger dans des sujets qui fâchent, puisqu'on va parler aujourd'hui ocytocine de synthèse avec une spécialiste. Donc je rappelle que les amis, vous pouvez trouver dans la barre d'infos de cette vidéo et de toutes les vidéos de Faux Départ les liens pour aller découvrir les formations, autant pour les futurs parents que pour les professionnels de la santé, les formations que font Malika et sa maman Julie Bonapace. Je les ai testées personnellement, donc merci en tout cas de m'avoir donné cette possibilité pendant ma grossesse en 2021 de découvrir votre travail extraordinaire. Je me suis préparée comme si j'allais à un bootcamp, c'est les camps de militaires. Et Malika, je t'ai découverte dans cette formation pour les professionnels parce que je sais plus combien d'heures, mais c'est énorme, plus de 20 heures en tout cas. J'ai passé beaucoup de temps. Et j'étais surprise par la passion que tu as dans cette démarche-là. Cette passion qui a été transmise par ta maman, qui fait ça depuis plus de 30 ans, comme elle nous le disait, hein, Julie, la marraine de l'émission. Et les amis, je vous invite d'ores et déjà à partager tout de suite cette vidéo et à la commenter parce que nous sommes ensevelis sous vos commentaires, à juste titre. Parce que on s'attendait pas à ça au début de cette émission Faux Départ. On s'est dit, voilà, j'avais envie de partager mes découvertes pendant cette seconde grossesse. Pour que tout le monde puisse bénéficier de bons conseils. Mais il se trouve qu'en ouvrant cette boîte de Pandore et en découvrant aussi tout ce que tu nous racontes, en lisant des thèses universitaires, on en parlera aussi, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des gestes médicaux, des molécules qui sont utilisées depuis un bon moment et qui créent beaucoup de problèmes. Voilà. Et les amis, vous n'êtes pas au courant puisque, comme disait ta maman Malika, eh bien, quand on ne connaît pas ces options, on n'a pas d'option. Voilà. Donc, le fameux syntho ou pitocin, on va en parler aujourd'hui. L'ocytocine, tu vas nous expliquer aussi déjà à quoi ça sert dans un accouchement. Puisque finalement, je ne sais pas chez vous au Québec, mais en tout cas en France, les cours d'accouchement maintenant, c'est devenu en fait plutôt un moment où on va t'expliquer qu'est-ce que c'est une péridurale, qu'est-ce que c'est un déclenchement, qu'est-ce que c'est un forceps. Et en fait, on t'explique tout ce que c'est la médicalisation, mais on ne t'explique pas qu'est-ce que c'est accoucher finalement, comme toi. Tu nous l'expliques dans cette formation pour les professionnels où tu m'as beaucoup fait rire aussi, je précise, parce que tu es tellement spontanée, c'était un régal. Je précise aussi que tu as donc fait des études en psychologie, que tu es vraiment ultra spécialisée aussi. Tu as vraiment cette facilité de transmettre ton savoir et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est parti, Malika. Par où on commence quand on parle de cytocine naturelle? Bien, la première chose, c'est comprendre pourquoi le corps a créé cette molécule-là. Pourquoi est-ce que c'est utile? Alors, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est l'hormone qui crée la connexion entre humains. C'est la colle humaine. L'ocytocine, c'est une molécule qui est extrêmement fondamentale pour le succès de l'espèce parce que à travers l'ocytocine, on se tient en groupe, on se protège les uns les autres. L'ocytocine crée l'amour, où l'ocytocine émerge quand on est en proximité avec les gens qu'on aime, avec notre partenaire. L'ocytocine est relâchée en dose massive quand on fait l'amour, quand on touche quelqu'un peau à peau encore plus, quand on s'embrasse, quand on se donne un câlin, une étreinte. Il y a des hauts taux d'ocytocine qui sont relâchés. L'ocytocine, elle est là donc pour faire en sorte qu'on se colle, donc qu'on se procrée. Et l'ocytocine, elle est responsable de tomber en amour avec notre enfant. Et ça, c'est fondamentalement important au niveau évolutionniste parce que si on tombe pas amoureux de notre enfant, on veut pas s'en occuper. Et si on s'occupe pas de notre enfant, il est à risque de mourir. Alors, si on retourne dans l'ère des Cro-Magnons, ce qui faisait en sorte que les mamans s'occupaient de leur bébé puis les défendaient puis c'était le fait de tomber amoureuse d'eux si profondément. Puis là, en les gardant très proches d'elles, ben là, elles s'assuraient leur survie. Donc, l'ocytocine, à la toute base, c'est une molécule qui existe partout dans notre vie et qui est là pour nous protéger, qui est là pour assurer le succès de notre espèce. L'ocytocine, en fait, on dit souvent, c'est l'énergie qui a créé le bébé qui va faire sortir le bébé. Hein? C'est cette notion-là de, ce sont les mêmes éléments.
L'ocytocine est donc aussi responsable de créer des contractions utérines sur le corps de la mère. Et donc, avec les contractions, l'ocytocine est relâchée, crée des contractions de l'utérus, et c'est le processus du travail qui aide le col à s'amincir, à s'ouvrir, à faire passer le bébé. Puis après ça, il y a des périodes vraiment plus accrues. L'ocytocine augmente à la phase expulsive quand le bébé a la tête dans le canal vaginal. Là, il y a le nerf pelvien qui est activé, qui renvoie une dose massive de cytocine, là, qui crée l'effort expulsif, hein, le fait. Puis ça, on fera sûrement un épisode juste sur l'expulsion, mais puis là, ça se passe tout seul. Puis au moment de la naissance, le taux de cytocine atteint les taux les plus hauts qu'un humain peut vivre dans toute sa vie au complet. Alors, c'est fait pour qu'il y ait une dose là, incroyablement massive de cytocine parce que la nature s'est organisée pour qu'on tombe follement amoureuse de notre bébé à ce moment-là, dès sa sortie. Et ce que j'ai appris dans ta formation, c'est que elle est contagieuse. Oui, tout à fait. Alors, l'ocytocine, elle a deux parties de sa personnalité. D'abord, elle est contagieuse. Quand il y a de l'ocytocine, il y a de l'ocytocine. C'est pour ça que il y a des sages-femmes françaises, par exemple, qui actuellement peuvent pas pratiquer de manière légale en France pour des accouchements à domicile. Et puis, elles continuent à en faire, les sages-femmes qui font du domicile. Mais pourquoi elles font ça? Ben, tout simplement parce qu'elles sont complètement droguées, quoi. Parce que quand on est présent à un enfantement à domicile, les taux de cytocine sont incomparables à ce qu'on peut voir à la maternité. Et donc, les professionnels qui baignent dans cet environnement-là reçoivent une quantité de cytocine très forte. C'est ce qui fait en sorte qu'une sage-femme qui fait du domicile a envie d'aller faire l'amour en rentrant à la maison, alors qu'une sage-femme à l'hôpital qui revient de garde, je vous garantis qu'elle est pas intéressée à faire ça. C'est le processus du taux de cytocine qui est très, très élevé, qui est contagieux, qui se crée chez un, chez l'autre, chez le père, chez la personne qui est la personne qui a témoigné la naissance, le bébé aussi. Et ça, c'est une partie qui est extrêmement importante parce que les bébés sont faits pour avoir une dose incroyablement massive de cytocine au moment de leur naissance et ça va changer la manière avec laquelle cet enfant-là va être en mesure de relâcher le cytocine tout au long de sa vie. Est-ce qu'on peut parler d'épigénétique à ce moment-là, Tout à justement? fait. Exactement. C'est ça le processus, en fait. C'est à travers l'épigénétique que on est formaté pour vivre et pour créer de l'ocytocine au courant de notre vie. Est-ce que juste pour Malika, les personnes qui ne savent pas ce qu'est l'épigénétique, Oui, tu peux juste très oui. rapidement juste dresser quelques traits de ce qu'est l'épigénétique et les amis, vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais au début de partager cette vidéo. Vraiment, c'est urgent. Peut-être vous allez comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui sont dépressives aussi, des enfants. On parle beaucoup de dépression avec justement qui pourraient trouver ce lien-là. Oui, tout à fait. Donc, l'épigénétique, c'est le processus très simple. En fait, on a compris que la génétique avait un rôle. On a compris que en faisant différents tests, si on a un gène récessif, un gène dominant, c'est le gène dominant qui va s'exprimer. Puis on a eu l'impression que pendant plusieurs années, que les gènes qu'on avait dans notre corps, c'était nécessairement les gènes qui s'exprimaient. Ce qu'on n'avait pas réalisé, en fait, c'est que on a beaucoup plus de gènes dans notre corps que de gènes exprimés. Et ceux qui s'expriment peuvent s'éteindre et ceux qui sont là mais qui sont pas exprimés peuvent s'allumer ou se manifester. Et le processus par lequel ça se fait, c'est à travers ce qu'on vit dans notre vie. Alors, les expériences qu'on vit vont déterminer quel gène prend action puis quel gène ne prend pas action. C'est pour ça qu'il y a des maladies génétiques, par exemple, que on peut avoir les gènes, mais pas avoir la manifestation de cette maladie-là, dépendamment de ce qu'on a vécu dans notre vie. L'épigénétique, c'est le processus par lequel le gène est manifesté ou non. C'est comme si une lumière est allumée ou elle est fermée. L'épigénétique, c'est l'environnement où ce qui crée le fait d'allumer cette partie-là des gènes qui sont là ou de les éteindre. Voilà, et c'est là où tu feras le lien plus tard, effectivement, entre l'ocytocine de synthèse et les problématiques sur ces fameux récepteurs, puisque ça serait trop beau si on pouvait faire les apprentis sorciers, tout casser
et Ouais. puis déverser de la chimie, puisque c'est de la chimie, et puis en fait que le corps ne s'en rende pas compte. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Alors, comment on arrive à ce qu'on à l'état actuel des choses avec tout ça? Parce que là, tu nous parles de Ouais, l'ocytocine naturelle. ouais. Mais il Moi, faut j'ai que juste je noté que chez vous, au Québec, il y a 21 ans, début 2000, 50 des femmes déjà, mmh hein, au mh. Québec, recevaient à un moment ou à un autre de l'accouchement de l'ocytocine de synthèse. Ouais. Fait qu'avant de tomber dans l'ocytocine de synthèse, j'ai deux petites choses qu'il faut que j'ajoute pour comprendre bien l'ocytocine naturelle. Mmh mh. Tu sais, tout à l'heure, je disais qu'il y a deux parties à la personnalité de l'ocytocine. D'abord, elle est contagieuse, mais aussi, et de manière très importante, il faut se souvenir, elle est timide. Oui. C'est une hormone timide. Et donc, pourquoi l'hormone de l'ocytocine, elle est timide? C'est parce qu'il faut s'assurer qu'on sorte de le ah, tu sais, quand on vient juste de sortir d'un gros câlin, puis ou quand on vient juste d'avoir un orgasme, on vient de faire l'amour, puis on a comme une période où on est un peu déconnecté, hein? Ben ça, il faut être en mesure de sortir de là rapidement s'il y a une menace. Donc, l'ocytocine, elle est timide parce qu'aussitôt qu'il va avoir les hormones de peur, les catécholamines, elles doivent s'éteindre. Et c'est super logique. Parce que quand on pense, par exemple, à la femme qui enfante, si elle est en train d'avoir des contractions très fortes parce que son taux d'ocytocine est fort, elle est entourée de gens qu'elle aime, elle se sent en sécurité. Si un tigre qui arrive, mais c'est sûr qu'il faut que ces contractions arrêtent. Hein, c'est nécessaire. Et donc, ce qui arrive trop souvent, c'est que on n'aime pas attendre. Hein? Dans notre système actuel, dans le processus de l'industrialisation, on a voulu, nous, avoir plus de contrôle. Et puis, en cherchant à avoir plus de contrôle sur la femme qui enfante, on a créé des problèmes. Et puisque l'ocytocine, c'est une hormone qui est timide, on a créé beaucoup de pathologies, beaucoup de problématiques dans le processus naturel parce que l'ocytocine est là pour nous protéger, mais elle est timide. Si j'ai peur, elle Donc se... l'adrénaline, en fait, Mhm. est antagoniste. Ça veut dire, ce que tu nous expliques, c'est que si la femme se sent stressée, par exemple, Oui, hein, ou pas dans un état sécuritaire, oui, eh bien, l'ocytocine disparaît. exact. Exactement. Puis ça, c'est pour nous protéger. C'est organisé avec Est-ce Mère que ça Nature. pourrait expliquer, Malika, que des femmes qui ont des contractions régulières, et cetera, finissent à l'hôpital et puis tout d'un coup, ça s'arrête? Exact. C'est ça, hein? Exactement. Parce que l'hôpital est perçu comme étant le tigre. Je Mmh. suis pas chez moi, je suis sortie, je me suis habillée, je suis allée dans le trafic, dans la J'ai froid. voiture, j'ai eu froid, je suis arrivée, on m'a demandé ma carte, on m'a demandé ma date de naissance, on m'a demandé des informations. Il y a eu plein de choses qui s'est passées. Je suis sortie de ma bulle parce qu'en fait, Mmh. l'ocytocine, hein, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. On parle le troisième trimestre de la grossesse, c'est le trimestre de l'ocytocine. C'est là où il y a les récepteurs sur l'utérus qui bourgeonnent, hein, qui s'ouvrent, les récepteurs ocytoninergiques. C'est pour ça qu'on peut faire l'amour à 12 semaines de grossesse, puis on n'enfante pas de notre bébé, parce que sur l'utérus, les récepteurs ocytoninergiques sont fermés. Mais dans le dernier trimestre, tranquillement, ils s'ouvrent, ils s'ouvrent, ils s'ouvrent, ils s'ouvrent de plus en plus. Puis c'est pour ça d'ailleurs que quand on est à la fin de la grossesse puis on fait l'amour, on va souvent avoir des contractions utérines parce que tranquillement, à notre utérus, il commence à s'ouvrir à cette molécule-là pour pouvoir y réagir puis créer ces contractions-là. Donc, l'élément qui est important à comprendre, c'est qu'on a créé beaucoup de problèmes qui fait en sorte que l'ocytocine s'éteint. Juste le fait de devoir aller à la maternité, c'est le premier problème. Le fait de se déplacer, c'est l'élément de base. Ensuite, si on ajoute à ça d'être accompagné par des inconnus, pour Mmh. l'être humain, un inconnu, c'est dangereux. Tu sais? Mmh mh. Mmh. On n'est pas fait pour être. Fait que là, on va le moment où on est le plus vulnérable. On est accompagné d'inconnus. C'est sûr que ça active l'effet du tigre chez soi. Les contractions cessent. Donc, Julie, dans le prochain épisode, va vous parler de long en large sur comment on fait pour recréer l'ocytocine naturelle. Mais moi, je vais vous parler là de qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est tout simplement qu'on augmente le travail en utilisant l'ocytocine artificielle. Parce qu'on dit, ah, mais voilà, l'utérus est incompétent. Ici, on voit vraiment une problématique de la capacité de l'utérus à se contracter. Donc, on va injecter une drogue qui est suffisamment similaire pour avoir un effet proche, mais pas un effet dans le même sens. Je vais expliquer ce que je veux dire par là.
L'ocytocine naturelle, elle est relâchée dans le cerveau. Elle a des effets, donc on a parlé, l'amour, la confiance, la moralité même. Elle a aussi des effets analgésiques. Donc, quand on a beaucoup d'ocytocine, on sent pas la douleur de la même façon. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi, quand on fait l'amour, on peut demander à notre partenaire, par exemple, une stimulation des mamelons, puis notre partenaire, il est comme plus fort, t'es sûr? Puis nous, on le perçoit comme étant plaisant. Pourquoi? Parce que c'est l'ocytocine qui est relâchée dans notre cerveau qui est tellement fort que cette sensation-là qui aurait été vécue comme étant douloureuse est en fait vécue comme étant plaisante. Donc, l'ocytocine, elle, qui est relâchée dans notre cerveau, va agir de manière au niveau de l'amour, au niveau de la douleur aussi. Puis, elle est relâchée de manière pulsatile dans le corps. Donc, on en envoie un peu, puis là, on attend, puis on en envoie un peu, puis là, on attend. Et c'est ce qui crée un patron de contraction. Hein? Fait qu'on contracte pendant telle durée, à telle fréquence, qui va respecter ce que le corps a besoin, puis ce que le bébé a besoin, pour assurer de bien se porter, puis d'être bien oxygéné. Oui, parce que je fais une petite parenthèse ultra intéressante pour les femmes qui ont toujours peur, le rythme cardiaque, le monitoring fœtal, parce que ça aussi, on en fera une spéciale là-dessus. Le bébé, quand on a une contraction, il s'oxygène avec les réserves qu'il a pendant les pauses. Exact. Et en fait, moi, je me souviens, parce que j'ai accouché il y a 1 mois et demi, donc c'est encore tout frais. Oui. Je me souviens que les pauses, c'était vraiment... Et plus j'avançais dans le travail, donc j'accouchais à la maison, et plus les pauses devenaient efficaces, remplies d'endorphines, et je sentais que je m'oxygénais bien, en fait. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que quand on parle de ces contractions induites artificiellement, elles sont méga violentes, t'en parleras évidemment, mais juste pour tout de suite replacer ça, parce que c'est pas que pour la maman ou que pour le bébé, c'est vraiment pour tout le monde que ça se joue là, à ce niveau-là. Tout à fait, tout à fait. Donc, l'ocytocine artificielle, elle ressemble suffisamment à l'ocytocine naturelle pour avoir l'effet au niveau des contractions utérines, mais elle ne réussit pas à passer la barrière hémato-encéphalique. Donc, la barrière hémato-encéphalique, hémato, ça veut dire sang, encéphalique, cerveau. Donc, l'ocytocine de synthèse, elle est envoyée par les voies veineuses dans le sang, puis là, par le système sanguin. Puis quand elle arrive au cerveau, le cerveau reconnaît que ça, en fait, non, ça passe pas, ça passe pas, parce que le cerveau a une barrière qui est beaucoup plus sévère que partout ailleurs sur le corps. Et donc, l'ocytocine de synthèse ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Donc, pas d'effet analgésique, pas d'effet d'amour, pas d'effet de sensation de confiance ou cet état de béatitude-là. Ça peut pas arriver avec l'ocytocine artificielle. L'ocytocine artificielle, elle est aussi relâchée de manière continue dans le système sanguin. Donc, c'est le fameux goutte à goutte qui est mis par voie veineuse, hein, les femmes qui ne savaient pas. C'est ce qu'on vous met quand vous arrivez, en fait. Un petit papillon dans la veine. Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça. Au Québec, on parle de soluté, en fait. Un soluté. Donc là, c'est en continu. Oui, fait que là, l'ocytocine artificielle est relâchée de manière continue. Puis elle passe pas dans le cerveau. Donc, elle a juste des effets sur l'utérus. Moteur. Exactement. Donc ça bypass, ça passe à côté de l'acte complet de l'ocytocine naturelle. Puis ce qui arrive, c'est que le cerveau est en mesure de reconnaître, oh wow, ok, là mon utérus contracte beaucoup, donc je devrais cesser ou diminuer de manière très importante l'ocytocine naturelle. Donc quand on crée l'ocytocine artificielle, quand on ajoute de l'ocytocine artificielle, on diminue l'ocytocine naturelle qui est relâchée dans le cerveau. Oui, donc du coup pas d'endorphine alors. Les endorphines, c'est un processus qui est un petit peu différent. Mais est-ce que ce que tu veux dire, c'est pas de diminution de la douleur? Est-ce que c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça. Hein? Analgésique? Oui, parce que les contractions, les femmes qui témoignent de ce Sainto, par exemple, Saint-Ocinon, disent que les contractions sont beaucoup plus fortes, donc forcément beaucoup plus difficiles à tenir. Donc une péridurale quasiment d'office, même si là on est dans des taux de toute façon péridurale, on n'en parle même pas au-delà de ça. Mais du coup, c'est ce qui ferait que c'est aussi plus difficile de tenir parce qu'il n'y a pas, ça ne déclenche pas les endorphines vu que le cerveau n'est pas au courant de tout le processus en fait. C'est ça que tu nous expliques. Puis même à proprement dit, l'ocytocine en soi, elle est analgésique.
Bien évidemment, l'ocytocine travaille avec les endorphines, mais en soi, elle, toute seule, D'accord. elle a un effet qui diminue l'intensité douloureuse. Donc, ça crée exactement comme tu dis. Donc, ça crée une espèce de cascade de problématiques. Alors, avant de tomber dans la problématique, je vais expliquer un peu pourquoi elle est utilisée, cette molécule-là, si tu es Bien d'accord. sûr, bien sûr. Donc, les professionnels de la santé, la majorité d'entre eux en maternité ne savent pas quel est le rôle ou comment fonctionne l'ocytocine naturelle. Quand moi j'enseigne aux professionnels, la question qu'ils me posent toujours après le thème sur les hormones, c'est mais pourquoi est-ce qu'on nous a jamais enseigné ça? Ben Bah moi oui, aussi, je me pourquoi la alors? pose cette question-là. Pourquoi? À quoi ça sert de faire 4 ou 5 ans d'études de sage-femme, entre Mm. autres? Ouais, ouais, exactement. Quand on n'est pas formé à la physiologie, on s'intéresse pas à ce que le corps a prévu pour assurer la sécurité. Donc, on peut pas utiliser ça pour nous aider. Mmh. Donc, en ayant l'absence de savoir quoi faire, puis on se fait dire, bon, mais regarde bien, voici ce qu'on va faire. Les contractions ont diminué, donc tu vas donner cette molécule-là. On est très chanceux. C'est une molécule qui a été découverte en 1905, qui a pris beaucoup de temps à se mettre en action parce que on n'avait pas la technologie nécessaire pour le faire. Quand on a eu la technologie, on a été très refroidi parce qu'il y a eu des effets négatifs tellement significatifs. On a dû vraiment devenir des apprentis sorciers pour être en mesure d'utiliser cette hormone de synthèse-là. Mais là, maintenant, aujourd'hui, il y a des protocoles, tout ça, et c'est très banalisé. C'est une intervention qu'on dit, ah, c'est simple, on va juste augmenter ton travail, puis c'est tout. Puis d'ailleurs, on fait extrêmement rarement un consentement libre et éclairé avec la femme. On fait juste lui dire, ah, mais là, je vois que tes contractions ont diminué, alors on va augmenter ça. Puis ça s'arrête là. En fait, c'est tout. C'est fin de la communication professionnelle, Mmh. personne qui reçoit les soins. Pour parler des risques, il faudrait déjà les connaître, hein, effectivement, comme tu le disais justement. Oui, puis ça, c'est l'autre problème, c'est que moi, quand je fais en fait, c'est de manière assez systématique, les gens pleurent sur la section sur l'ocytocine, les Mmh. gens que je forme, parce que les professionnels, ils savent pas qu'ils créent autant de dommages. Tu sais, ils savent pas. Alors moi, j'ai de la misère à être fâchée contre eux, à être parce que ils l'ont jamais su. Ça a été banalisé, on a dit que tout était beau. Là, ils commencent en France, il y a des nouvelles directives, ça commence à se réveiller, mais je veux te dire, ça prend du temps, ça prend toujours beaucoup trop de temps à mon avis, mais bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Parce qu'on se dit, ben là, c'est long. Puis c'est vraiment tannant quand on est dans un système où on veut augmenter la performance, où on veut diminuer le nombre d'effectifs pour le nombre de femmes qui sont en travail, quand on veut s'assurer que les femmes enfantent le jour puis pas la nuit, qu'ils enfantent Mmh. la semaine puis pas la fin de semaine, ben c'est sûr qu'il vient qu'à avoir beaucoup de bénéfices à essayer de contrôler ça puis accélérer le tout. Fait qu'on s'est mis à avoir plein de règles comme si tes membranes sont rompues, on va devoir te déclencher, si tu dépasses ton terme, si ça, si ça, si ça. Donc là, on a augmenté la liste de raisons pour lesquelles on fait soit un déclenchement, donc essayer de démarrer l'accouchement, ou encore on va augmenter le travail. Et ça, c'est donc c'est 2 des 3 raisons. La troisième raison, c'est pour c'est donné on appelle ça la gestion active de Mmh. la délivrance du placenta. Donc ça, c'est le troisième contexte dans lequel on le donne. Et donc ça, c'est une dose massive de cytocine de synthèse qu'on donne Oui. pour diminuer les risques d'hémorragie du postpartum, en fait. Donc pour les gens qui écoutent le podcast et qui n'ont pas vu ce que vient de faire Malika, elle a fait le signe avec les mains des guillemets, hein. Non, je le précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent sans Oui, regarder les images. oui, oui, c'est bon. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est un protocole, en tout cas qui a été émis par l'OMS, hein, ce que tu viens de dire. Donc dès que la tête du bébé sort, il est même pas Mmh. arrivé sur terre que v'lan Mmh. une injection de syntocinon pour soi-disant prévenir l'hémorragie de la délivrance, qui est la bête noire de tous les gynécos. Ouais. Et Malika, moi j'ai découvert qu'on m'avait injecté ça, Mmh. Mmh. hem, en demandant 8 ans plus tard le dossier de mon premier accouchement. Ouais. Ouais. On parle même plus de consentement là. En fait, Non. vous êtes, les 4 pattes en l'air, on vous envoie ça, dans le corps et puis voilà. Mmh. Hein, alors que pour le moment,
rien n'est prouvé, au contraire, au contraire. Voilà, je ferme la parenthèse. Oui, on en aurait peut-être qu'on va, je sais pas si on va avoir le temps de parler la troisième raison pour l'hémorragie du postpartum. Je sais pas si on fera une vidéo Oui, séparée oui, pour oui, ouh là ça. là, bien sûr qu'on fera une vidéo, même plusieurs spécialisées là-dessus. Oui, parce que c'est tout un dossier en fait. Mais Mmh. si on comprend, le professionnel s'est fait dire utilise cet outil-là parce que ça fait tout autant la job. Hein? Et là encore les guillemets, ça fait ça fait pas tout autant la job, là, on s'entend, parce que il y a pas l'effet d'amour, il y a pas l'effet d'antidouleur, il y a pas l'effet pulsatile, c'est pas du tout pareil. Mais on l'a vendu comme ça en disant ça fait tout aussi bien la job, inquiétez-vous pas, donnez ça à la femme, puis ces contractions vont recommencer. Et là, c'est ce que toi tu disais, ou vont recommencer ou vont commencer. Et là, c'est ce que tu disais, les contractions sont beaucoup plus fortes, sont beaucoup plus longues, sont beaucoup plus rapprochées. Et c'est ce qui fait en sorte que le premier risque, le risque le plus important qu'on observe le plus facilement, c'est qui dit augmentation par syntocinon ou ocytocine de synthèse ou pitocin, c'est tous des synonymes, dit augmentation du risque de détresse fœtale. On a beaucoup plus de risques que le cœur du bébé n'est pas bien et donc d'aller en césarienne à cause de ça. Pourquoi le cœur va pas bien? Parce que l'ocytocine l'utérus contracte, a pas le temps de se réoxygéner de manière adéquate, a pas le temps de donner la chance au bébé de se réoxygéner, puis là, le bébé ne tolère plus ce genre de contractions-là. Qui ne sont pas naturelles. Qui sont pas naturelles, exactement, parce que c'est pas relâché dans le système de manière pulsatile, tout doucement pour assurer que ça passe bien. Donc, on a aussi des risques, on appelle ça de l'hypercinésie. Hein, c'est quand j'ai une contraction qui arrive, puis là, elle n'est même pas terminée, que la prochaine arrive, puis là, que la prochaine arrive, puis que la prochaine arrive, puis là, on a un taux de contraction qui est ridiculement élevé. Et c'est là où on voit des risques importants de rupture utérine. Parce que le muscle est plus oxygéné. Alors là, c'est hyper important parce que, les amis, vous commencez à rentrer dans la partie de cette, capsule où Malika va vous dresser le portrait des risques. Alors le but, c'est pas que vous partiez en panique, mais c'est que vous compreniez bien parce que quand on parle de consentement libre et éclairé, la méthode Brain, allez voir la capsule sur la méthode Brain, on est en plein dedans. C'est-à-dire que Malika, elle est en train de vous faire la partie des risques et personne va vous l'expliquer puisque la majorité même des professionnels de la santé ne sont pas au courant de ce que Malika est en train d'expliquer. Et avant que tu nous parles de la suite des risques de rupture utérine, ce qui est une catastrophe lors d'un accouchement, vous pensez bien les amis, j'aimerais juste préciser une chose que j'estime être hyper importante. Tu as parlé de gestion active du travail. Oui. Qu'on replace le contexte du début de ce protocole de Dublin. Ça date des années 60. Ça a été fait en 1969. Oui. Et un médecin qui s'appelait O'Driscoll avait dressé à ce moment-là, donc en 1969, parce que souvent on ne sait pas d'où viennent les décisions. Hein, on applique, tout le monde fait le perroquet, on ne sait pas d'où vient la raison. Et souvent, il n'y a pas de raison. Et bien là, ce médecin décide, après ce moment de Dublin, d'estimer qu'il faut maximum 12 heures pour que le travail soit fait au niveau du stade 1 de l'accouchement. Le stade 1, donc, c'est la dilatation. Et alors, moi, quand j'ai repris cette fenêtre d'accouchement dans l'histoire, eh bien, alors c'est hallucinant, les amis. En 1950, donc plus ou moins 20 ans avant, on estimait qu'il fallait que le travail se fasse en 36 heures. Okay? 10 ans plus tard, on estimait qu'il fallait qu'il se fasse en 24 heures. En 1972, donc 1972 pour les Français, 12 heures. Et en 2004, on était à 8 heures. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, on est passé de 1950 où on vous dit 36 heures, c'est normal. Et en 2004, c'est le dernier chiffre que j'ai pris, mais on est 7 ans plus tard maintenant, 8 heures. Et voilà comment on se dit, ah ben, il faut vite, vite, vite dilater. Alors, on va vous flanquer du syntocinon dans les veines parce que là, vous avez une dystocie du travail. Vous n'êtes plus compétentes, vous, les femmes, pour dilater. Voilà. J'ai poussé mon coup de gueule. Ouais. Mais ça, c'est la stratégie toujours, hein, parce que c'est facile de pathologiser le corps de la femme. C'est ce que le système patriarcal fait. À la base, le corps de l'homme, lui, il est sain et intact et toutes les variations du corps de l'homme est considéré pathologique. Alors, bien évidemment, le système de la femme fonctionne complètement différent. Alors, on est pathologisé de long en large. Puis surtout, quand c'est une question pour changer ou pour augmenter le taux de contrôle,
qui est extérieur à la femme, ça crée plus de confort. Parce que quand le contrôle appartient à la femme, ça rend personne heureux, quoi. Ce que je veux dire, c'est dans le système patriarcal, ça crée beaucoup de soucis. Si on fait confiance à la femme, ça crée beaucoup de soucis. Alors tu nous parlais de rupture utérine, parce qu'au départ, on dit quand même que c'est justement pour sauver des vies. On s'est fait, tu sais, puis j'adore le fait que tu te sois intéressée à l'histoire pour voir comment, mais voyons pourquoi, et puis des fois, on va voir d'un pays à un autre. C'est dans la même ville, mais la maternité ici tolère tant de temps, puis l'autre maternité. On se rend compte que là, c'est complètement arbitraire, en fait. Puis c'est tout le monde joue le jeu, tout le monde pousse la note parce que... Moi, j'appelle ça la tambouille à mémé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? La tambouille, tu vois, c'est le plat où tu mets un peu tout ce que tu sais, tout ce que tu penses. Il y a beaucoup aussi de subjectivité, hein, comme tu dis. Si tu tournes à droite dans la rue pour la clinique, là, on va te dire non, mais là, c'est bon, vous pouvez prendre votre temps. Mais à gauche, on va te dire que tu n'es pas capable. Hein? Donc, c'est aussi le but, vous, les femmes qui écoutez, qui êtes sur le point d'accoucher, vous êtes capables. Vous savez, hein, votre corps est capable d'enfanter. Oui, par défaut. Si les femmes n'étaient pas en mesure de mettre au monde leur bébé, l'être humain n'existerait plus. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est pas plus compliqué. Puis, ça fait quelques instants dans l'histoire de l'humanité qu'on enfante avec des professionnels médicaux. Maintenant que tu nous as dressé justement, que tu nous as expliqué ce syntocinon, cette ocytocine de synthèse, l'effet qu'elle a sur ces contractions qui finalement rend le moteur en surchauffe, on comprend mieux pourquoi il y a un risque de rupture utérine. Est-ce que tu voudrais en parler de ça, de ce risque-là? Ben oui, mais puis je pense que sur cet élément-là, c'est comme tu dis, c'est assez clair. On crée une surchauffe, on respecte pas ce que le corps a besoin, puis là, on appuie sur le champignon, puis on crée une problématique. Fait que déjà, si, admettons, on a une situation, on a un utérus cicatriciel, donc un utérus qui a déjà été ouvert par césarienne, ben là, on augmente encore plus ces risques-là. Puis ça donne pas des bons résultats. Hein? Un utérus qui est pressurisé comme ça cause vraiment beaucoup de soucis. Mais il y a plein d'autres soucis qui sont créés aussi. Quand je pense, par exemple, au fait que le moment de l'enfantement, c'est un moment qui est fait spécifiquement pour que la femme ait une décharge d'ocytocine, donc cette sensation-là d'amour, d'être complète, d'avoir exactement tout ce dont elle a besoin ici et maintenant. On est fait pour vivre ça parce que dans les quelques heures qui suivent la naissance, nos hormones qui se sont augmentées à des taux faramineux jusqu'à 1000 fois leur état non enceinte, dans les 24-48 heures qui suivent l'enfantement, boum, tous ces hormones-là redescendent. C'est un crash qui est très fort, qui est très intense. Donc, Mère Nature, pour protéger notre espèce, pour assurer qu'on se porte bien, a créé cette dose massive d'ocytocine-là pour assurer qu'il y ait la colle père, mère, enfant ou mère-enfant dans ce clan-là, peu importe comment c'est organisé dans les différentes sociétés. Et là, ça, c'est cette colle-là qui assure le bien-être psychologique de la femme. Parce qu'on dit toujours en psychologie, quand une mère va bien, la famille va bien. Quand la mère va mal, toute la famille va mal. Si on s'attaque à la mère, en fait, c'est le meilleur moyen d'assurer d'avoir beaucoup d'espace de contrôle et de pouvoir sur cette famille-là. Parce que c'est la mère qui, au niveau de son corps, ce qui est prévu dans son corps au niveau hormonal, c'est ce qui fait en sorte qu'elle va protéger tout le monde qui est dans les alentours, son bébé, les autres enfants, son mari, le clan, c'est ce qui crée cet élément protecteur-là. Donc, l'ocytocine arrive en dose massive pour assurer qu'on se porte bien, on flotte sur un nuage. Après un enfantement réellement physiologique, les femmes vont dire des choses comme « j'aurais envie de réaccoucher demain matin »,« oh mon Dieu, quel passage extraordinaire ». Tu sais, il y a énormément de ces éléments-là de « je le veux encore, je le sens encore, ça goûte confirme. encore ». Oui, hein? Ah, moi, je voulais plus que ça s'arrête, je voulais recommencer tout de suite. C'est fou, hein? C'est très spécial. Et moi, je peux vraiment témoigner des deux faces de l'accouchement parce que j'ai vécu 2 accouchements à l'opposé.
un hyper médicalisé en structure hospitalière il y a 8 ans, où j'ai eu le syntocinon, j'ai tout eu et j'en parlerai à chaque fois pour que vous puissiez profiter aussi de ça, les amis. Et l'autre pan qui est le pan physiologique, on parle beaucoup de physiologie, c'est que finalement on se dit mais le corps il sait faire. Ouais. Et il y a toute une partie dans ta formation, alors pour les professionnels, j'entends, moi j'avais envie de me former comme une professionnelle parce que j'avais besoin de ça. Je crois qu'on se ressemble beaucoup là-dessus. Malika oui. a besoin aussi de tout maîtriser, de tout comprendre. Et moi c'était vraiment cette démarche-là. J'ai dit moi je vais accoucher à la maison, mais je veux savoir. C'était pas un truc baba cool, réac ou je sais pas quoi. Et effectivement, quand j'ai compris le rôle de l'ocytocine naturelle, je me suis dit, je ne pourrais pas mettre un pied à l'hôpital sauf urgence parce que je me connais et ça va être la catastrophe. Cette ocytocine aussi, et on en parlera, qui est nécessaire pour qu'une fois que le bébé est sorti, l'utérus se contracte et prévient cette fameuse hémorragie, parce qu'on parle jamais de ça. Et ça aussi, on pense toujours que les femmes vont mourir en donnant naissance au bébé, mais c'est souvent en donnant naissance au placenta qu'il y a les pires problèmes qui peuvent survenir pour la maman. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc l'ocytocine, quand elle est relâchée en dose massive, c'est bien ça, elle continue à contracter, ce qui fait en sorte que l'ouverture, puisque le placenta, dans le fond, il est collé à l'utérus et il est très, très vascularisé. Et puis, moi, j'aime utiliser l'image, vous savez, un ballon de fête, là, tu sais, un ballon avec lequel, qu'on souffle. Dans le ballon, si on s'imagine d'appuyer un tape, tu sais, un ruban adhésif, mais si on dégonfle le ballon, éventuellement, le ruban, il n'y aura plus rien sur quoi se tenir, puis il va tomber. C'est un peu le même processus avec le placenta qui se décolle. Fait qu'il faut que l'utérus contracte, de sorte à ce que le placenta, là, toutes ces connexions vascularisées, tout ça se ferme, puis là, il n'y a plus de capacité de se tenir. Puis là, il finit par tomber. Puis là, c'est comme ça que l'utérus, en continuant à contracter, se referme. Puis là, tous ces vaisseaux-là se ferment. Et là, en étant fermé, fait en sorte que la femme se vide pas de son sang comme un robinet ouvert, quoi. C'est ça. Et donc, s'il ne se contracte pas, c'est là où les risques arrivent. Mais oui, exactement. Et là, dans le système médical actuel, on fout tellement en qui assure de protéger l'ocytocine naturelle qu'il y a des taux d'ocytocine qui sont très faibles à l'hôpital, qui sont beaucoup par la femme. Puis là, bien évidemment, à partir du moment où on met de l'ocytocine de synthèse, et là, la femme diminue énormément sa capacité de produire, l'ocytocine pour assurer que son utérus va continuer à contracter une fois le bébé né. Et c'est pour ça qu'on a développé le management actif du 3e stade, le management actif pour régler le problème qu'on a créé au départ, c'est-à-dire induire le travail artificiellement. En fait, c'est ça, c'est qu'on est obligé, c'est la boule de neige en fait, c'est ça que tu nous expliques. Oui. Exactement. Puis ce qu'on voit, c'est que de ne pas donner d'ocytocine artificielle au moment de la naissance, on dit à l'épaule, donc la tête est sur la dose massive d'ocytocine. Si on ne fait pas ça chez une femme qui a eu de l'ocytocine artificielle pendant son travail, elle est pour vrai très, très à risque de mourir d'une hémorragie. Ah oui, évidemment, puisqu'elle ne produit plus d'ocytocine naturelle. Exactement. Elle en produit encore, mais elle en produit dans une proportion qui est beaucoup plus faible. Et une autre problématique aussi, juste sur la manière avec laquelle on l'utilise, c'est que l'ocytocine, même si on n'a pas eu d'ocytocine, même si on a eu de l'ocytocine artificielle, il reste que le cerveau comprend, tu sais, qu'au moment de la naissance, faut en relâcher. Fait qu'il en relâche tout de même. Et là, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on a mis sur le dos, pour l'expulsion, on va sortir le bébé, on va lui mettre sur le ventre. Puis la femme, la seule chose qu'elle va avoir dans son champ de vision, c'est le professionnel de la santé. Et là, ça, c'est ce que Quantique Maman, Karine là, décrit comme étant voler l'ocytocine du bébé. Parce que les femmes vont tomber amoureuses du professionnel. Oh, merci beaucoup, vous l'avez fait, merci. Puis là, on remercie le professionnel parce qu'on voit pas le bébé, en fait. Mais si on est dans une position différente, où on reçoit le bébé puis on le regarde yeux dans les yeux, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là?
Là, on tombe follement amoureux avec notre bébé. Puis là, il y a un taux d'ocytocine qui est très fort chez le bébé, chez soi, puis on tombe amoureux. Mais quand on a de l'ocytocine artificielle, moi, ma maman, quand elle m'a mis au monde, puis on m'a mis sur son ventre à elle, elle avait reçu là, des taux d'ocytocine vraiment extraordinairement élevés, sa première réaction, ça a été le ventre. Enlevez-moi ça de sur le... Parce que c'était moi, là. J'étais son bébé, là. J'avais été dans son ventre pendant 9 mois. Oui, le petit intrus, là. Exact. Son cerveau ne comprenait pas. Mais non. Quand on donne de l'ocytocine artificielle chez les mamans rats, chez les rats, après avoir enfanté, elles mangent leur tout petit ou elles les laissent mourir. Ben, là, tout est dit, dans cette phrase, on aurait pu s'arrêter là. Et d'où l'épigénétique aussi, parce que là, on parle de sur le moment. Mais encore l'autre jour, je tombe sur un article où on dit, oui, de plus en plus d'enfants sont dépressifs. Mais oui, alors, on parle même pas du Covid et de tout ça, mais tu vois, on voit des enfants qui étaient déjà même dépressifs avant, toute cette génération qui a reçu ça. Fait que le lien entre l'ocytocine et la dépression, il est quand même assez facile à établir. L'ocytocine, c'est la sensation d'être amoureux, de se sentir bien, de se sentir complet. La dépression, c'est le pôle inverse. Donc, on a des études qui sont claires qui nous disent que plus une femme a reçu d'ocytocine, donc c'est dose dépendant, plus elle en a reçu pendant l'enfantement, plus elle est à risque d'avoir une dépression du postpartum. Puis, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, le danger numéro 1 sur la mortalité chez la mère, c'est par le suicide. Voilà. Fait qu'il y a une énorme importance à s'intéresser à la psychologie de la femme, de la nouvelle maman, parce que on a beau se dire, mais là, les femmes, non, elles meurent plus à la maternité. C'est pas tout à fait vrai, là, C'est pas vrai que parce qu'on va à l'hôpital, on mourra nécessairement pas. Parce qu'il y a tellement de problématiques qui sont créées, puis après se rattraper, mais des fois pas toujours simplement. Mais c'est faux d'attendre. Bon, OK, le bébé est né, la mère est née, la mère est devenue mère. Ils sont tous les deux en vie, ça va, donc ça, c'est parfait. Mais en fait, il faudrait considérer un petit peu plus tard, parce que quand on considère un petit peu plus tard, on se rend compte que la cause de mortalité la plus importante, c'est le suicide. Donc, les risques de dépression chez la mère sont importants, de dépression du postpartum, mais aussi chez l'enfant, parce que le bébé est fait au niveau épigénétique pour recevoir une dose incroyablement puissante d'ocytocine. Et c'est ce qui crée son système pour être capable de créer de l'ocytocine pour le reste de sa vie. Et là, c'est ce qu'on se rend compte que les bébés qui sont nés avec de l'ocytocine artificielle ont plus de risques de dépression tout au long de leur vie. C'est dingue. Au complet. Mais là, ça s'arrête pas là. L'ocytocine, c'est important pour pas être déprimé, oui, mais l'ocytocine, c'est important aussi pour le bébé-fille. À quel moment? Mais à son tour, quand elle va être enceinte. C'est ça. Donc là, si naître, comme moi par exemple, ma mère, elle a reçu une dose massive d'ocytocine artificielle quand moi je suis née. Ça veut dire que moi, je suis prédisposée à avoir un taux d'ocytocine qui est plus faible que si ma mère avait pas vécu ça lors de ma naissance, tout au long de ma vie, mais au moment de la naissance, quand moi j'ai mis au monde mon fils, moi je devais être 1000 fois plus vigilante pour assurer que mon taux d'ocytocine allait être élevé, parce que il est très très fort probable que je produis moins d'ocytocine que si on regarde n'importe quelle femme il y a 150 ans. Et donc, plus ça va, si admettons moi par exemple, j'avais été à la maternité à l'hôpital, il y a d'énormes chances que j'aurais jamais été en mesure d'enfanter sans ocytocine artificielle. Et donc là, si moi j'enfante d'une fille, là, ça fait 2 générations. Combien de générations ça va nous prendre pour qu'on soit plus du tout en mesure de mettre au monde nos enfants? C'est ça. Quand Michel Audin dit, est-ce qu'on va être capable? Est-ce que notre humanité va être en mesure de survivre à la médicalisation des naissances? On n'est pas certain. On n'est pas certain, et d'autant plus que j'ai une étude de l'INSERM que j'ai relevée dans la thèse, la fameuse thèse, on en parle à chaque épisode, qui est en open source de Stéphanie de Saint-Amand, qui a fait cette thèse extraordinaire. Alors, étude de l'INSERM qui nous dit que
est un facteur de risque d'hémorragie grave. Et ça, donc, d'après cette étude, on peut avoir, selon les doses, jusqu'à 5,7 fois plus de risque d'avoir des hémorragies graves à cause du syntocinon. Effectivement, comme tu le disais, hein, tu nous as parlé de rupture utérine et aussi, du coup, comme tu nous parles de détresse fœtale, puisque le bébé, il est pressé entre les murs qui lui écrasent la tête non-stop, et forcément, on va vous dire, qu'est-ce qu'on fait ? Césarienne. Et ce taux, parce que la césarienne aussi, on va en parler en profondeur dans une capsule dédiée, avec le fameux protocole de ce médecin Driscoll dont je parlais tout à l'heure, qui a commencé sa gestion active avec ses 12 heures en 69. Eh bien, les taux de césarienne dans les premières années qui ont suivi sont passés de 4% à 9%. Donc, on a déjà fait plus que x2 dès que cette gestion active du travail a été décidée. Hein. C'est fou. Hein. On arrive, Malika, dans la dernière partie de cette capsule sur la première partie, je précise, sur le syntocinon. Et je pense qu'on va en faire plusieurs. En tout cas, 2 étaient prévus, mais peut-être même plus que 2 finalement, hein, parce qu'il y a tellement à dire. Qu'est-ce qu'on a encore besoin d'évoquer avant de se quitter? Que l'ocytocine, que Mère Nature a bien fait les choses. Que quand on tolère ou quand on donne l'opportunité à Mère Nature de faire son boulot, on augmente la sécurité. Les hormones, c'est ce qui assure la sécurité de l'enfantement. Quand on respecte ce que le corps a besoin. Puis ça, c'est ce que Julie va vous parler à la prochaine capsule. Quand on respecte ça, quand on crée un environnement juste pour ça, on l'échappe beaucoup moins. Puis je pense que ça revient aussi à la notion qu'on disait, c'est consentement libre et éclairé. Il faut arriver, il faut préparer son équipe, il faut mesurer, valider, voir, comprendre. Parce que quand on fait ça, on a beaucoup plus de chances de pouvoir choisir. Parce qu'en fait, la raison, tu sais, pour laquelle toi et moi, on t'a jamais demandé si tu étais intéressé d'avoir un management actif du 3e stade, c'est parce que ça fait partie du protocole hospitalier. Et donc, l'hôpital dit, tu as choisi de venir chez nous, ça, c'est notre protocole, donc par défaut, tu acceptes notre protocole, sans le savoir, mais tu l'acceptes. C'est pour ça qu'eux, ils disent, on appelle ça un consentement implicite. Hein, c'est comme ça qu'ils disent ça. Tu es venu chez nous, donc implicitement, tu acceptes nos protocoles. Donc, de savoir ça, je dirais que c'est peut-être un élément qui est juste pour ceux qui n'ont pas encore enfanté, puis pour ceux pour qui c'est déjà fait. J'ai envie de laisser tout le monde sur cette notion-là, de dire que l'épigénétique, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours travailler sur ces choses-là. Oui. Il y a un chercheur très intéressant, Dr. Zach, qui a démontré que 8 câlins par jour avaient un impact extrêmement important sur le relâchement de l'ocytocine. Donc, peut-être que en fait, c'est bon pour tout le monde de relâcher de l'ocytocine parce que ça nous rend plus heureux, mais surtout maintenant, en 2021. Ah oui, tellement. Geste barrière, les amis, faites les liens. Je veux pas trop en dire. Oui. Faites les liens, geste barrière, ocytocine. Exactement. Puis j'ai envie de dire à toutes les mamans qui ont reçu de l'ocytocine, avec ou sans leur consentement, puis qui ont vécu cette sensation-là d'attachement altéré avec leur enfant, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. C'est la molécule chimique qui vous a empêché de tomber amoureuse de la manière avec laquelle c'était prévu. Donc, de grâce, je l'ai dit à ma mère, je le dis à toutes les autres femmes, tapez-vous pas sur la tête, c'était pas de votre faute. C'est pas parce que ma mère, pendant des années, a cru, mais mon Dieu, à quel point je dois être une mauvaise mère pour même pas être tombée amoureuse de ma fille quand elle est née. Je vous libère de cette culpabilité-là. Ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec qui vous êtes en tant que maman, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec le fait qu'on a joué aux apprentis sorciers dans votre corps. Puis ça a des répercussions négatives. C'est énorme le message que tu passes, Malika. Je te remercie de déculpabiliser les mamans qui déjà culpabilisent tout le temps. C'est le propre d'une mère. Et je pense que ça va vraiment être le début d'un grand soulagement. On a des grands-mères aussi qui nous écrivent. Des femmes aussi qui nous disent, mais en fait, je commence à comprendre la relation que j'ai avec ma mère. Oh oui, c'est beau. C'est ça. Et toi, qui es aussi
qui a fait quand même tes études en psychologie, enfin Mmh. voilà, tu penses bien que si, dans les études, aussi dans ton métier, on apprenait aux psychothérapeutes ce genre de choses-là, ça expliquerait beaucoup de choses au lieu de flanquer les antidépresseurs et et cacher le symptôme comme on Ouais, fait, oui. depuis des décennies à flinguer les gens. Enfin moi je suis vraiment remontée parce que il faut traiter à la source et merci d'avoir parlé de ces Mmh. 8 câlins. Essayons alors, pourquoi pas, déjà dans un premier temps, Oui, de se oui, faire 8 câlins en famille. On n'en fait pas assez. Et je vous oui. invite, les amis, à lire aussi La biologie des croyances de Bruce Lipton, un livre que j'ai beaucoup aimé, Mmh. qui effectivement parle de cet environnement qui modifie l'action des cellules. J'avais juste envie, avant de terminer, et puis je te repasserai la parole après, Malika, de lire une citation du professeur Malinas qui résume un peu tout ce que nous disons dans Faux départ. L'obstétrique traditionnelle consiste à surveiller un phénomène physiologique en se tenant prêt à intervenir à tous les instants. Ça, c'est ce qu'on attend effectivement du médecin. Mais l'obstétrique moderne consiste à perturber le dit phénomène de telle sorte que l'intervention devienne indispensable à l'heure exacte où le personnel est disponible. Évidemment, on ne va pas faire ça le week-end. Ça Mmh. emmerde tout le monde parce que tout le monde est au golf ou au ski, hein, Malika? C'est un peu le problème. On en rit. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour finir cette première capsule qu'on a faite ensemble sur l'ocytocine de synthèse? J'ai envie de dire, j'ai envie de dire, la première chose, c'est il est jamais trop tard pour réécrire son histoire. Il est jamais trop tard. Si il y a des familles qui écoutent ça, prenez le temps d'en parler avec vos enfants. Le fait d'en parler, le fait Mmh. d'ouvrir, de dire j'ai senti ça, je découvre ça, j'ai appris que ça crée ça chez moi, le fait de parler de ces choses-là, ça peut créer une guérison, ça l'ouvre la porte pour la guérison. Puis la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est je crois fermement que une naissance à la fois, on peut changer le monde. Mmh. J'ai cette sensation-là à l'intérieur de moi. Alors que ce soit n'importe qui nous écoute, qui sont sur le point d'enfanter ou qui un jour vont enfanter ou qui sont en contact avec des gens qui peuvent enfanter, le fait de savoir, ça donne un choix. Puis savoir que le cytocine de synthèse, l'utiliser comme on l'utilise actuellement, c'est jouer aux apprentis sorciers. Puis c'est important d'être réveillé à ça avant de juste accepter cette molécule-là. Écoute, je te Cette mo- remercie. Oui, oui, dis-moi. je viens juste d'avoir un élément. Cette molécule-là, qui, disons-le, a sauvé des vies, mais pas comme on l'utilise aujourd'hui. Pas de cette façon si banale, si banalement Standardiser utilisée. protocole, comme tu Mm. dis. Encore une fois, je le répète, merci d'appuyer là-dessus. On n'est pas là pour faire l'église de la réaction absolue, anti-tout. Mm. Mais de nouveau, avec discernement. Et ça, je crois que le discernement, il a fichu le camp. En tout cas, il n'y en a plus beaucoup dans nos contrées humaines. Peut-être que dans l'espace, il y en a. On devrait aller faire un tour un peu. Euh, on va parler du coup, on fera une capsule spéciale sur le déclenchement, puisque forcément, le syntho, donc l'ocytocine de synthèse, fait référence aussi, on est obligé d'en parler, déclenchement, mais ça mérite une capsule à part entière, parce que les amis, on parlera de la date prévue d'accouchement, Mm. et aussi comment ça se fait que chez nous, le terme en Suisse, c'est 40 semaines d'aménorrhée, chez les Français, c'est 41. Chez vous, au Québec, c'est combien? Mais en fait, nous, on calcule même pas de la même Ah façon. voilà. C'est ça, on commence pas avec Voilà. la même date, on n'a pas les... Voilà, voilà. Donc tu vois, Malika, une femme peut être dangereuse pour son bébé en Suisse et tout à fait normale chez vous au Québec. Non, mais c'est fou, hein, en fait. Hein. Hallucinant, les amis. Et c'est vrai que ce qui est très dur, c'est quand on commence à se déprogrammer. Parce qu'on Ouais. commence à comprendre, on a les informations grâce aussi à tes formations et à ce que tu nous apportes, les thèses qu'on va parler, on a des professionnels, des médecins homméopathes aussi, on parlera de l'homéopathie pendant la grossesse, etc. et l'accouchement, je vous raconterai mon expérience. Mais tout ça pour dire que c'est normal, ça fait un peu mal quand on se réveille au début parce qu'on a dormi pendant longtemps, donc il faut bien s'étirer. Comme dit Malika, pas de culpabilité, même si faut pas se mentir, ça Mm. passera aussi par là, hein, la vallée des larmes. Mm. On en parlait avec Philippe Bobola au début, il y a beaucoup de colère. Mm. J'en connais quelque chose sur la culpabilité, je suis une grande spécialiste. Mm. Mais en tout cas, quand on n'est pas
au courant. Bon, voilà. Après, c'est différent. Quand on commence à savoir, on devient responsable. Bien. Alors, je te remercie, Malika. On se retrouve pour de prochaines aventures. Les amis, surtout, partagez cette vidéo. Commentez. N'hésitez pas à nous envoyer à prod@emmacruzy.com des envies de sujets parce que vous êtes très nombreux à nous écrire. Et vraiment, on lit, on répond pas à tout le monde, c'est impossible. Ça fuse dans tous les sens, mais on lit tous les messages, tous les emails. Et si vous avez envie qu'on traite en profondeur d'un sujet, ça sera un grand plaisir d'avoir avec nous des spécialistes qui vous répondront. On fera aussi des directs. Dites-nous si ça vous intéresse. En tout cas, c'était une idée que j'avais avec Malika et sa maman qui, comme disait ta maman Julie Bonaparte la dernière fois, je ne suis plus capable d'être gentille. Et c'est ce qu'on aime chez ta maman, c'est sa spontanéité. Et puis, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Voilà, c'est dit. Les amis, rejoignez aussi Malika si vous êtes sage-femme ou comme moi, pas du tout là-dedans, mais voilà, c'est ça, c'était génial. Moi, j'ai adoré cette formation pour les professionnels. Ou si vous êtes parents, vous voulez voir la formation pour les parents, vous avez tous les liens dans la barre d'infos de cette vidéo. Malika, je te remercie et on se retrouve pour la prochaine très bientôt. À plus. Plein de douceur à tout le monde. Bye bye. Et 8 câlins par jour, on a dit. Au revoir les amis. Thank you.